mais on n'est pas séparés parce qu'on est dans la même maison. Faites attention. Si vous ne dormez pas dans la même chambre, comme une personne en haut, une personne en bas, c'est une séparation. C'est considéré comme une séparation. 1 an. Fait que vous faites une séparation pendant 1 an. Après ce 1 an-là, vous pouvez faire la demande de divorce. Les deux sont mariés, c'est une résidence familiale. Mais par exemple, dans son beau registre foncier, c'est seulement le nom du gars qui est là. D'accord? Alors, dans ce genre de cas-là, on suggère, puis malheureusement, ce n'est pas connu de tous, on suggère que la personne dont le nom n'est pas inscrit ou la personne qui n'est pas propriétaire formellement fasse une déclaration de résidence familiale. L'entrepreneur, pourquoi je n'ai pas payé, c'est que l'entrepreneur n'a pas fait sa job. Alors, on appelle ça une exécution d'obligation. Alors, tu n'as pas justement exécuté le mandat ou tu l'as mal fait, tu ne l'as pas fait selon les règles de l'art ou tu as mal fait le travail ou j'ai dû débourser un autre entrepreneur pour faire ton travail. Alors ça, ce sont des raisons qui reviennent souvent aux propriétaires pour dire que la raison pour laquelle je ne t'ai pas payé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Finance avec Cyrou, un autre épisode. Guys, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une avocate. Pas simplement une avocate, mais une bonne avocate, très connue dans le monde de l'immobilier, dans le monde des affaires. Mélissa Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mélissa a plus de 13 ans d'expérience dans le monde des affaires. Elle est avocate en droit civil, en droit familial, en immobilier. Elle a beaucoup de bagages. Je vais laisser Mélissa présenter. Mélissa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Cyrou-Jeanne. Ça va bien? Ça va super bien, merci beaucoup. Mais regarde, écoute, on fait ça ici tout le matin pour donner la valeur aux gens qui nous écoutent. Donc, merci d'être venu si tôt le matin aujourd'hui. Merci de m'avoir invité si tôt. Est-ce que tu es habitué à... Tu as commencé ta journée très tôt? Mais oui, mais tu sais, comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, non? Exact. Fait qu'un homme d'affaires ou une femme d'affaires, là, elle se lève pas à 10 h du matin. Là. Non, c'est vrai. On perd une grosse partie de la journée. En plus, avec 3 enfants, je peux pas me lever à 10 h du matin. Exact, j'ai oublié de dire ça. Marié, 3 enfants. Ouais. Marié depuis quoi? 11 ans. 11 ans depuis avant-hier. 11 ans? Oui, c'est ça, depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous avez fait? On est allé à Las Vegas. Las Vegas? Où j'étais oui, on s'est vu à l'aéroport. C'est quoi les coïncidences? Quelle coïncidence? Ouais. On est allé renouveler nos vœux là, dans une cabine avec Elvis Presley. Non, c'est pas vrai. Super. Écoute, Mélissa, je suis vraiment content que tu sois avec nous. Les droits des affaires, c'est une zone grise pour moi. J'ai pas beaucoup de connaissances parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Alors, seulement quand on est dans des problèmes, quand on est dans la merde, comme on dit, c'est là qu'on n'a pas le choix. Donc, aujourd'hui, on va parler des divorces, on va parler de l'immobilier, des avis de 60 jours, on va parler des séparations. Donc, on va parler de beaucoup de ces choses qui sont très communes, surtout en tant que courtier hypothécaire. Je travaille avec des gens qui se divorcent et là, on doit savoir qui va prendre l'hypothèque, comment que ça fonctionne. Donc, souvent, je travaille avec des avocats dans des cas comme ça. Je fais du financement privé également, donc il y a souvent des avis de 60 jours. Et lorsqu'il y a un avis de 60 jours, bon, il faut travailler avec un avocat également. Donc, j'ai tendance à travailler, mais encore là, il y a des choses que je suis moins familier. Donc, aujourd'hui, tu vas éclaircir sur ces sujets. Pour commencer, peux-tu parler un peu pourquoi tu es rentré dans le droit des affaires? C'est quoi la raison? Pourquoi ça t'a motivé, là? Ben, tout ce qui a rapport avec la business, ça me motive. Ouais. Alors, je porte plusieurs chapeaux. J'aime bien dire que je suis une femme à tout faire. Alors, je suis avocate, arbitre. Alors, tout ce qui est l'arbitrage civil et commercial, gestionnaire d'entreprise, employeur. J'ai créé ma propre firme d'avocat il y a quelques années. Ça fait 5 ans. Excelsior Avocat. On est à peu près 2 stagiaires avec 4 avocats. Quand même une grosse équipe. Et c'est une étude juridique qui fait principalement, comme tu disais, le droit des affaires, litige civil, civil commercial, le droit immobilier et le droit de la famille. Alors, vraiment, les 4 principaux domaines qui souvent est souvent demandé justement par le type de clientèle que nous desservons. Le droit des affaires, qu'est-ce que m'interpelle, c'est le monde des affaires. Alors, moi, mes 2 passions, c'est le droit des affaires et l'immobilier.
L'immobilier, bon, bien entendu, mes parents, depuis qu'ils sont venus dans les années 70, ils ont vu tout de suite que l'immobilier, c'est, j'aime bien dire, l'investissement immobilier, c'est un petit cochon rose qu'on ne casse jamais. Tu sais, un genre de tirelire, puis que tu sais que c'est là à vie. Là. Alors, j'ai compris ça, que c'est un bon investissement pour l'avenir, pour les prochaines générations. Et aussi, bon, tout ce qui est affaires, alors tout ce qui est... j'ai comme l'impression que I run the world. Fait que, voilà. Fait que, alors, c'est ça qui m'a interpellée. Puis là, je me suis dit, si je mixe ça, ça fait mon bonheur. Alors, voilà, je suis rendue là. Super. Puis, quand tu as commencé dans l'immobilier en tant que femme, en tant que jeune femme noire, est-ce que tu vois certaines injustices dans le monde des affaires, étant donné que tu es de cette communauté? Bien, injustice. En fait, le droit en tant que tel, c'est un métier d'homme. Hein, Ouais. comme je te On disais. parlait de ça Là. tantôt, Oh, ouais. Fait que c'est un métier d'homme. Les femmes sont venues après. Puis là, je vois il y a beaucoup plus de gens de ma communauté qui sont impliqués, que c'est vraiment comme good. J'aime ça, voir ça, les gens de ma communauté. Alors, est-ce qu'il y a une certaine injustice? Bien, il y a toujours ces stéréotypes-là qui existent, malheureusement, au Québec. Et que là, on vive avec. T'sais. C'est à nous de s'ajuster pour dire que d'écraser ces injustices-là ou ces stéréotypes-là. Le nombre de fois que le monde, il pense justement, il me disait, il est où, Maître Charles, pensant que moi, je suis sa secrétaire. J'aime bien ça. Quand quelqu'un me demande ça, il dit, il est où, Maître Charles? Ben, il est devant vous. Alors, tu sais, est-ce qu'il y a l'injustice? Oui, il existe partout, mais c'est à nous de s'ajuster en Donc, conséquence. ton mindset, c'est peu importe les injustices, toi, tu fonces, c'est une fausseuse. Ben oui, non, ça ne devrait pas t'arrêter du tout, là. Fait que ça, de toute façon, c'est sûr, on m'avait déjà prévenu de ça. Tu es un homme d'affaires ou tu es une femme d'affaires, tu rentres dans un domaine quand même assez féroce, concurrentiel, c'est à toi de t'ajuster. Puis c'est sûr que c'est des défis que tu dois relever, c'est tout. Absolument. Parlons des divorces, OK? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas un choix, malheureusement. Au Québec, j'ai entendu dire que les prenups, ça n'existe pas. Un prenup, c'est des ententes de séparation qui est faite avant même de se marier. C'est vrai ou faux? Bien, moi, dans ma tête, prenup, c'est comme un contrat de mariage. Okay. Les contrats de mariage, ça existe. Tu peux les faire, les contrats de mariage. D'ailleurs, il y a plusieurs notaires qui le font. Il y a des contrats de mariage notariés. C'est le régime matrimonial que tu choisis. Alors, il y a, par défaut, société d'acquêt et séparation de biens. Séparation de biens, on se divorce. Alors, tout ce qui est à toi est à toi. Tout ce qui est à moi est à moi. Alors, tu touches à rien. Et moi, il y a plus de 50-50 en tant que tel. Alors, mais il y a quand même le patrimoine familial. Hein? Le patrimoine familial, alors là, tu sais qu'on dit la résidence familiale qui est inclus dans le patrimoine familial. Alors, on est tous les deux, on est propriétaires, c'est notre résidence familiale. Ça, il y aura du 50-50, même s'il y a une séparation de biens. Donc, par exemple, si moi, j'achète avant d'être marié, et là, par la suite, je me marie, puis on décide d'être ensemble dans l'immeuble, même s'il y a une séparation, c'est 50-50? Parce que ça devient une résidence familiale. OK. Puis la résidence familiale, par définition, dans le Code civil, c'est là où est-ce qu'il y a la vie commune des époux. Okay. Donc, ceux qui pensent s'en tirer, s'en sauver de cette situation, il n'y a pas nécessairement de possibilité. Oui, c'est ça. Okay. Il n'y a pas de possibilité parce que, justement, il y a la résidence familiale. Ça, c'est entre époux. Hein? Ouais. Si on est conjoint de fait, on ne peut pas parler de résidence familiale. Si on n'est pas marié. Alors, le monde, il pense que, on est ensemble, on se sépare. Là, la première question que je vais poser, êtes-vous marié ou pas? Fait que si on n'est pas marié, on est juste conjoint de fait, puis, par exemple, c'était ta maison et puis moi, j'ai emménagé avec toi, OK, je prends mes valises, je m'en vais. OK, donc il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun avantage au Québec. Est-ce que c'est pour ça que la tendance des personnes de la nouvelle génération ne se marient pas? Justement pour protéger leur bien immobilier, peut-être. Mais voilà. C'est sûr que si cette personne, que ce soit une femme ou l'homme, s'ils cotisent à l'hypothèque, ils sont là, ils payent les taxes, ils payent
il paye tout ce que ça vient avec une propriété, bien sûr. Faut que ça devrait être séparé. Ça, c'est normal. Oui, il y a des recours qui existent par rapport à ça. Ouais, Il y a des recours. Oui, effectivement. OK, parfait. Donc, maintenant, c'est quoi les grandes causes d'une séparation que tu vois? Peux-tu me donner tous les exemples? Bon, pendant la pandémie... T'en as eu des cas? Mon Dieu. Ouais, j'avoue, pendant la pandémie, c'était seulement les dossiers de divorce qui venaient. Sûrement parce qu'ils étaient tannés d'être ensemble. Ouais, sûrement qu'ils étaient tannés d'ensemble. Ils ont vu les vraies couleurs. Ils ont vu les vraies couleurs. Mais tu sais, il y a les principales raisons, c'est, bon, bien entendu, l'adultère. Il y a une question d'adultère. Il y a 3 raisons, OK? Il y a soit que ça fait plus d'1 an que vous êtes séparés, alors vous pouvez faire la demande de divorce. Soit que l'adultère, bien entendu, ou violence psychologique ou physique, la cruauté physique ou mentale. Et dans ta business, qu'est-ce que tu recevais de plus? J'ai vu beaucoup d'adultères. Okay. Et j'ai vu beaucoup mais les deux principales raisons, c'est l'adultère et ça fait adultère veut dire que la personne trompe. Ouais. Des cheats. Des cheats. Alors, les hommes ou les femmes, ou les deux? Les deux. Les deux? Le monde surpris, par exemple. Oui, non, non, parce que le monde, ils ont tendance à penser, les hommes en train de tromper. Les femmes... Ouais. Oui. Les femmes, j'ai vu des femmes... Si j'apprécie le micro. Oui. J'ai vu des femmes qui... J'étais comme, damn. J'étais comme, you did that? J'étais comme, non, oui, j'ai vu les deux. Ah oui, OK. Ouais. Séparation... Alors, le monde, il pense à cause, on n'est pas séparés parce qu'on est dans la même maison. Faites attention. Si vous ne dormez pas dans la même chambre, comme une personne en haut, une personne en bas, c'est une séparation. C'est considéré comme une séparation. 1 an. Fait que vous faites une séparation pendant 1 an. Après ce 1 an-là, vous pouvez faire la demande de divorce. Ça, c'est si, mettons, il n'y a pas d'adultère, vous êtes juste séparés. OK. Okay? La loi dit qu'il faut attendre au moins 12 mois, 1 an de séparation pour faire la demande de divorce. Mais cette séparation-là peut se faire sur le même toit. Je comprends. OK? Mettons, l'homme dort au sous-sol, puis la femme reste en haut, mettons. C'est quoi la raison pourquoi ils consultent toi, en fait? Parce qu'ils peuvent se séparer amicalement, right? Sans nécessairement avoir besoin de justice, de recours pour pouvoir faire la séparation. Oui. Ils ne me consultent pas moi d'abord. Ils consultent un médiateur. Okay. D'ailleurs, les personnes qui m'appellent d'abord moi, je dis, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez consulté un médiateur ou une médiatrice? Médiateur, médiatrice, c'est une personne qui n'est pas une avocate techniquement? Ça peut être un avocat. Okay. Ça peut être un avocat. Le but, c'est pas... la médiation, c'est pas qu'on va pas faire en sorte que vous retournez ensemble. C'est de voir comment vous pouvez vous séparer ou faire le divorce à l'amiable. Okay. Alors, je pense que c'est 5 heures de temps gratuit payé par le gouvernement. Ah, pour vrai? Oui, okay. Tout à fait. Fait que justement, en tant qu'avocat, quand les gens viennent nous voir, on les encourage de faire la médiation. Alors, on fait la médiation, on parle tout ce qui est les points qui pourraient être litigieux. La garde d'enfants, pension alimentaire, le partage du patrimoine familial ou le partage de société d'accueil. Si vous êtes marié en société d'accueil, non en séparation de biens, tel que je te le mentionnais tout à l'heure. Alors, si la médiation se passe bien, parfait. Probablement. Vous n'avez pas besoin d'un avocat ou... si ça se passe mal, à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de vous entendre, ben, chacun des parties, monsieur, madame, vont prendre leur avocat. Les exemples des gens qui ne s'entendent pas, c'est souvent soit dans la garde des enfants, l'argent. Oui. Oui. Mais il faut dire que ces personnes-là sont très émotionnelles. Hein? Fait que quand tu es émotionnel, là, c'est difficile de négocier avec eux autres. Tu comprends? Fait que là, tu sais, c'est difficile d'être rationnel. Alors, et c'est l'émotion qui coûte cher. C'est pour ça que normalement, quand on dit le divorce, ça coûte cher, ils sont tellement émotionnels, sont tellement pour dire, OK, moi, j'ai un objectif, no matter what, par mesure de principe, je veux avoir ce que je veux. Puis là, c'est à nous de les raisonner pour dire, regarde, plus tu continues, plus c'est émotionnel. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Qu'est-ce qui sépare exactement? Au-delà de les deux personnes, les individus qui se séparent,
autre que l'immobilier, l'hypothèque, l'équité qui vient avec. Quoi d'autre qui rentre dans la séparation? Il y a la résidence, Oui. les biens, meubles, le véhicule, l'entreprise. L'entreprise. L'entreprise qui n'est pas techniquement... si la personne n'est pas actionnaire ni propriétaire de l'entreprise. Alors, deux cas qui arrivent souvent. Monsieur et madame sont tous les deux actionnaires de l'entreprise. D'ailleurs, quand c'est monsieur et madame qui sont tous les deux actionnaires, quand ils viennent me voir, la première chose que je leur conseille, faire une convention entre actionnaires. Vite. Pendant justement, ça va bien. Parce que c'est ça quoi va une mal. convention d'actionnaire? Une convention entre actionnaires, c'est un contrat qui prévoit la protection des actions. Parce que vous allez être actionnaire, Okay. vous allez avoir des actions. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de mortalité, en cas d'invalidité, en cas de justement de séparation? Qu'est-ce qui se passe avec mes actions? Puis les actions, c'est des biens qui fluctuent. Hein? Ça va prendre la valeur dépendamment justement de l'exploitation de l'entreprise. Plus l'entreprise elle a un bon chiffre d'affaires, plus la valeur, elle a de la valeur. Tu comprends? Les actions ont de la valeur. Alors, justement, quand on parle de garde d'enfants, on peut parler aussi de garde d'entreprise. Qui part, qui sort? C'est l'entreprise, non, on est tous les deux fondateurs. Non, c'est à moi. Toi, non, tu t'en vas ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est toutes des discussions qui viennent souvent. Par exemple, si l'entreprise est seulement au nom de la femme, ils se séparent. Donc là, on n'inclut pas l'entreprise parce que c'est une entité à part. L'homme va dire, parfait. Alors, on va switcher un peu parce que ça arrive souvent pour switcher, OK? L'homme a parti l'entreprise. Madame, elle reste, mettons, à la maison, OK, pour élever les enfants. Madame, elle a fait en sorte qu'elle a renoncé à son rêve pour pouvoir épauler son mari. C'est tellement pas sexiste que ce que j'ai en train de dire. Mais pour épauler son mari, pour que son mari puisse développer son entreprise, elle a sacrifié beaucoup, d'accord? Pour que là, monsieur, c'est le seul actionnaire, il s'en va, il a dit non, tu n'as pas une scène dans l'entreprise. Madame va dire, mais non, j'ai des recours. Un recours, un genre d'enrichissement injustifié, enrichissement sans cause. C'est à cause de moi. Moi, j'ai fait tout ce que je devais faire à la maison pour pouvoir t'aider à développer ton entreprise. Ça, c'est des cas qui arrivent souvent aussi. Puis elle a autant raison, oui. Elle a autant raison. Mais il faut dire, il y a des critères, là, il y a des conditions jurisprudentielles, justement, pour bien regarder, voir si elle a un case. Mais l'histoire part de là. Mm. Non, mais ça fait du sens. Si la femme prend soin des enfants, elle est à la maison, tandis que le mari, lui, développe, à la fin de la journée, c'est un sacrifice qui a été fait de nous. Et puis moi personnellement, je connais c'est quoi prendre soin des enfants. J'ai pas d'enfants, mais c'est quand ça va arriver, j'ai un petit chien, puis j'ai le fait de partager nos choses qu'on fait avec le chien. C'est une mauvaise comparaison, mais c'est un papier non, mais tu vois, tu parles des chiens. Il y a même aussi la garde des animaux. Hein? La garde des animaux. J'ai eu des cas où non, le chien est tellement impliqué dans la famille. Qui garde le chien? Exact. J'ai eu des cas comme ça. Puis ça, c'est des choses qui peuvent être déjà été établies avant. Lors de la médiation. Lors de la médiation. Mais encore une fois, bon, la médiation. Moi, je ne suis pas médiatrice, là, mais il faut dire, tu sais, les médiatrices, ils font vraiment un beau travail parce que leur challenge, c'est justement essayer de voir comment on pourrait régler ça hors cours. Mm-hmm. Tu comprends? Mais là, dès que ça rentre chez vous, la facture commence, right? Dès que ça rentre chez nous, la facture commence et on voit que ça devient litigieux. On peut faire des divorces à l'amiable hein, aussi. Alors, divorce à l'amiable, j'ai les deux, j'ai monsieur, madame qui sont là. OK, signez-moi, on va signer un papier ou quoi que ce soit, un genre de convention sur mesure accessoire, le vrai terme. Là. Et on les fait signer puis on le fait homologuer devant le juge. Alors, ça fait que, genre, mes clients, c'est les deux personnes. Si jamais il arrive un litige plus tard, je ne peux plus les représenter, ça me fait un conflit d'intérêt. Je comprends. Maintenant, parlons de la facture, right? Let's talk about money. Let's talk about money. Est-ce que c'est, en tant qu'avocat, est-ce que tu dis au départ, OK, guys, voici comment je fonctionne, voici combien que ça peut coûter,
voici l'idée, puis plus longtemps vous êtes avec moi, mais plus ça coûte. Comment ça fonctionne? J'ai aucune idée. Je ne suis pas rentré là encore. Oui. Encore. Non, on est transparent tout de suite avec le client parce qu'on ne veut pas donner un effet de surprise. OK? On est du taux horaire. Alors, voilà le taux horaire, voilà le dépôt à faire pour qu'on puisse commencer à toucher ton dossier. D'accord? Et puis, on lui fait signer une convention d'honoraires, tout et tout. Alors, vraiment très réglo de base, puis c'est tout à fait normal. Puis la facture est séparée entre les deux? Quand c'est un divorce à l'amiable, tu parles? Oui. Ça peut être séparé entre les deux. Et puis, voilà. Ou sinon, on le donne à un des deux. Et puis, bon, l'autre, il s'arrange là, comment il va pour le rembourser ou quoi que ce soit. Mais pourquoi c'est une personne plus que l'autre? Pourtant, c'est les deux qui... Oui, parce que... c'est parce qu'il y a une personne qui t'engage. Oui, en fait, oui. Alors, il y a une personne qui prend l'initiative. Alors, monsieur ou bien madame. Monsieur nous appelle, dit, bon, j'ai discuté avec mon ex, et tout ça. On aimerait prendre ton service, justement, pour faire le divorce à l'amiable. Pas de problème. On les rencontre tous les deux, tout et tout. Alors, comme où je le rencontre au début, puis par la suite, il y a une deuxième rencontre avec les deux, ça peut se faire. Puis madame est d'accord ou quoi que ce soit. Ou madame, elle peut dire, parfait, je vais faire un divorce conjoint, pas de problème, je vais signer, mais c'est toi qui payes. Tu comprends? Fait on voit souvent ça. Alors, c'est dans ce genre de cas-là qu'on fait une facture dans ce genre de situation-là. Qu'est-ce qui arrive avec la résidence s'il y a une hypothèque? Maintenant, s'il y a une hypothèque et, par exemple, le mari, c'est lui qui l'a acheté, puis la femme, par la suite, elle vient habiter dans la résidence. Et là, un jour, ils se séparent. Il y a une hypothèque restante, mais la femme a toujours cotisé au paiement de l'hypothèque. Et lors de la séparation, comment que ça fonctionne? Il y a une qui décide de garder la propriété, l'autre qui décide qu'il n'y a pas un intérêt, donc elle laisse partir. Donc, est-ce que l'équité de la propriété s'est séparée à moitié ou dépendamment de combien de temps elle est dans la maison, combien de paiements qu'elle a fait? Comment ça fonctionne? OK, c'est une très bonne question. Là, on est dans un scénario où est-ce que, par exemple, c'est une résidence familiale. Alors, les deux sont mariés, c'est une résidence familiale, mais par exemple, dans son beau registre foncier, c'est seulement le nom du gars qui est là. Mm-hmm. D'accord? Alors, dans ce genre de cas-là, on suggère, puis malheureusement, ce n'est pas connu de tous, on suggère que la personne dont le nom n'est pas inscrit ou la personne qui n'est pas propriétaire formellement fasse une déclaration de résidence familiale. OK? On peut le faire auprès d'un notaire. Une déclaration de résidence familiale, ça veut dire que, hey guys, quand vous faites une recherche sur ma propriété, puis vous allez voir que c'est le nom seulement uniquement mon mari, sachez que même si c'est au nom de mon mari seulement, je suis aussi impliquée, je suis mariée avec cette personne-là et cette maison-là est une résidence familiale. D'accord? Pourquoi c'est important de le faire? Parce que, advenant, on a une situation où est-ce que, vite, là, qui est en cours, un acheteur décide de signer une PA, une promesse d'achat, avec une résidence, et puis on fait des recherches, puis on voit que c'est seulement une seule personne qui est là. Cette personne-là est mariée, mais on ne le sait pas. OK? Cette personne-là a comme une chicane avec sa femme, puis qu'il ne va pas dire qu'il est marié avec elle ou quoi que ce soit. Moi, en tant qu'acheteur, potentiel acheteur, que je suis de bonne foi, je fais mes recherches, tout est beau. Je rencontre uniquement le propriétaire que je vois qui est dans la maison et je signe une promesse d'achat sans que cette personne-là, le mari, fasse signer la femme comme intervenante. Parce que tu sais, comme dans le monde immobilier, il faut le consentement des conjoints pour vendre une résidence familiale. D'accord? Alors, on signe, il ne fait pas signer. Fait que là, on signe une promesse d'achat. Et la question en litige plus tard pour savoir est-ce que cette promesse d'achat-là, elle est valide parce qu'on n'a pas eu le consentement de madame. Alors que moi, en tant qu'acheteur de bonne foi, j'ignorais que madame était dans le décor. OK? Ça, c'est des questions qui viennent souvent à la cour. Et c'est là qu'il faut débattre pour savoir, est-ce que cette résidence-là est considérée comme... Est-ce que cette propriété-là est considérée comme une résidence familiale? Parce que bien que madame, c'était dans son obligation de déclarer que cette résidence-là ou cette propriété-là, c'est une résidence familiale, alors qu'elle ne l'a pas fait. Tu comprends? Fait que ça, c'est un litige avec un tiers. Là, maintenant, un litige entre les deux, monsieur et madame. OK? Alors, si, pour répondre à ta question,
monsieur décide de vendre ou quoi que ce soit, alors monsieur, oui, il y a des redevances à madame. On est encore dans le cas de mariage, d'accord? On n'est pas en conjoint de fait. Alors oui, monsieur a que certaines redevances à madame. Alors, on vend la propriété. Mais d'abord, on va dire, est-ce que c'est monsieur qui reste, madame qui reste, ou tous les deux, vous ne pouvez pas acheter l'un l'autre, alors vous vendez, on met une pancarte. Alors, c'est comme le même train de vie, on prend un courtier immobilier, et puis on essaie de le vendre. Si, mettons, monsieur décide d'acheter madame, OK, alors que madame n'est pas là, mais il doit acheter quand même la partie de madame. Alors, on va contacter, communiquer Seroujane pour savoir s'il a suffisamment d'actifs ou s'il est prêt à passer au financement pour pouvoir acheter la partie de madame. Bien entendu, il y a une évaluation de la maison qui doit se faire par un évaluateur agréé, parce que les juges ils aiment bien ça, le rapport d'un évaluateur agréé pour se fixer la valeur de la maison. Puis par la suite, alors le processus normal de vente se fait. Comme si tu achetais une maison ou tu vendais une maison. Exact. Donc, quelqu'un qui passe à l'hypothèque, lors de la préqualification, on regarde combien il qualifie. Par exemple, la personne qui va acheter les parts de l'autre. Et dans un cas où il ne qualifie pas, ben, la seule possibilité qu'ils ont, c'est la vente pour pouvoir partir. Effectivement. Dans un cas où il n'y a pas assez d'équité, y a-tu... par exemple, ils ont acheté récemment, il n'y a pas d'équité, donc les choses s'annulent dans un sens, right? Si monsieur ou madame ne peuvent pas, le juge va dire, ben, ni l'un ni l'autre ne peuvent pas, on met une pancarte, on vend. C'est ça. On vend l'immeuble. Voilà. Parlons de les hypothèques légales et les avis de 60 jours. Donc, tu as tendance à travailler avec des entrepreneurs en général, right? Oui. Alors, les entrepreneurs en général en construction, alors ils sont admissibles, ils peuvent être les créanciers hypothécaires. Ils peuvent être les créanciers hypothécaires. Donc, oui. Ils ont combien de temps pour enregistrer, juste pour que les gens puissent comprendre c'est quoi un avis? C'est un avis de 60 jours, c'est ou une hypothèque légale, c'est lorsque tu engages un entrepreneur, tu fais des rénovations, tu changes la propriété et finalement, tu as une chicane qui se poigne entre les deux. Et là, l'entrepreneur dit, ben, si tu ne me payes pas, bon, j'enregistre une hypothèque légale. Et si tu ne payes pas, bon, ils peuvent recourir à des avis de 60 jours où ils veulent reprendre la propriété. Tout à fait. Alors, voilà le processus. Alors, je fais affaire avec un entrepreneur. Il y a une date de fin des travaux. L'entrepreneur a fini les travaux. Alors, date de fin des travaux, c'est quand même une définition large. Il y a eu beaucoup de jurisprudence qui parle de ça. C'est quand la date de fin des travaux. Alors, c'est une question de fait. D'accord? Mettons, on a une date de fin des travaux. L'entrepreneur a 30 jours à partir de cette date-là pour publier un avis d'hypothèque légale. Okay? Ils le font justement pour être sûr d'être payé ou quoi que ce soit, ou s'ils voient qu'il y a une patate chaude qui s'en vient, je ne veux pas être payé, alors je publie un avis d'hypothèque légale. L'hypothèque subsiste pendant 6 mois. Okay? Ça veut dire qu'ils ont comme un délai de 6 mois pour entamer un recours hypothécaire. D'accord? Alors, elle existe. Et ce recours hypothécaire-là, avant d'entamer un recours hypothécaire, il y a ce qu'on appelle un préavis d'exercice qu'on doit publier au registre foncier. C'est comme un genre de mise en demeure. OK? Alors, on dit c'est qui a fait la faute, qui est le propriétaire, l'immeuble, c'est combien qui te doit. Alors, tout le tralala qu'on met dans une mise en demeure, mais que c'est un préavis d'exercice. D'accord? Et c'est là que vient le 60 jours dont tu parles. Alors, le 60 jours, il faut savoir. Alors, le 60 jours, c'est dans le cas d'un bien immeuble. Si c'est un bien meuble, c'est 20 jours. OK? Un bien meuble, ça peut être des actions, un véhicule, quoi que ce soit. Mais on va parler de l'immobilier. Alors, on est dans un 60 jours. Quand on parle de délai 60 jours, ça veut dire que le débiteur a un délai de 60 jours pour faire un délaissement volontaire. OK? Pour laisser l'immeuble. Bon, est-ce que ça arrive pendant 60 jours que le propriétaire peut dire « OK, moi, je m'en vais, je prends mes clics et mes claques, puis je m'en vais dans les 60 jours ». Ça n'arrive pas souvent, j'en ai pas vu. Mais c'est sûr qu'on a un deadline de 60 jours pour s'assurer « OK, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour faire une entente? Ou comment je fais pour sauver cette maison-là? » Donc, pendant les 60 jours, le client a l'option de prendre une entente avec l'entrepreneur? Oui, bien entendu. Pour pouvoir régler. Ou après 60 jours, qu'est-ce qui arrive si il n'y a aucune entente qui a été prise,
chicane continue. Et là, qu'est-ce qui arrive? Alors, l'entrepreneur va continuer la même histoire. L'entrepreneur en fait, il peut entamer formellement son recours hypothécaire. En fait, il y a 4 types de recours hypothécaires. Il y a la prise en paiement, la vente sous contrôle en justice, la vente par le créancier et la prise de possession pour des fins administratives. Donc, si on décortique chacun. La prise en paiement, je prends la maison. OK? La maison devient à moi. Alors, en prenant la maison, alors la dette est éteinte. OK? La vente sous contrôle en justice, je vais voir un juge et le juge décide le prix, les modalités de vente, qui est le courtier immobilier, patati patata. Vente par le créancier, la même chose, mais c'est moi, le créancier, qui décide comment je vais le vendre, à combien je vais le vendre ou quoi que ce soit pour que je puisse avoir mon dû. Donc, j'imagine que c'est plus populaire vendre par créancier que vendre. J'aurais tendance à voir que les gens, ils préfèrent avoir un jugement, vente sous contrôle en justice. OK. Pour dire qu'au moins, j'ai un jugement et puis ça va être beaucoup plus vite pour faire ça. Et là, le 4e, pour ne pas oublier, c'est la prise en possession des biens. Ça, c'est lorsque vous avez hypothéqué des biens. Ça prend des actions. On a hypothéqué des actions. Alors, pour des fins administratives, je vais gérer tes actions jusqu'à temps que c'est moi qui devienne actionnaire de ton entreprise jusqu'à temps que je sois payé. Qu'est-ce qui est le plus populaire entre les entrepreneurs en général? Prise en paiement et vente sous contrôle en justice. Makes sense. Mais plus vente sous contrôle en justice. Est-ce que les gens ont besoin d'une prise en paiement, ont besoin d'une maison? Après ça, ils vont dire, OK, je suis pris avec une maison, qu'est-ce que je fais avec? Le monde, ils vont penser comme ça, tant mieux. Il y a du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre. Ils vont dire, OK, je vais le vendre plus cher. Ouais. Donc, quand on doit acheter la propriété pour faire une prise en paiement, ça veut dire qu'ils vont devoir acheter la première dette. Souvent, le client a un prêt hypothécaire avec la banque d'un tel montant, 300 000, 400 000. L'entrepreneur doit qualifier pour pouvoir récupérer son argent, plus récupérer payer les 300 000 de dettes qu'ils ont avec la banque. Tout à fait. Aussi, une autre chose que tu dois savoir, les entrepreneurs en construction qui sont des créanciers hypothécaires, ils passent avant la banque. Ça, c'est bien. Et c'est quoi la raison exactement derrière pourquoi ils passent devant la banque? Pourquoi la justice priorise les entrepreneurs en général avant les banques? Ça, je sais. Ça, c'est une question que je me suis posée. Hein? Je me dis, pourquoi ils ont tant de cadeaux comme ça par Québec? Fait que je ne sais pas. Il faudrait juste demander aux législateurs québécois pourquoi il y a... C'est parce qu'ils travaillent tellement fort. Oui, moi aussi. Moi, en tant qu'avocat, je travaille fort. Pourquoi je ne suis pas créancier hypothécaire? Je devrais. Les avocats devraient être contents. C'est une bonne question à se poser. Il doit avoir une histoire derrière tout ça. Il devrait avoir une histoire derrière tout ça. Mais oui, une autre chose aussi. Alors, on est encore dans le même créneau. Il faut faire attention. Alors, il y a du monde, c'est pas à cause que vous avez, il reste une balance ou une dette de 5 000 $. Vous n'allez pas faire une prise en paiement pour 5 000 $, cher entrepreneur en construction. D'ailleurs, je pense qu'il y a un barème, il y a un minimum justement pour entamer les procédures des recours hypothécaires. Je crois, si je m'abuse, j'avais lu justement une jurisprudence, c'était au moins minimum 20 000. Encore là, 20 000 pour prendre une prise en paiement de 300 000. C'est ça. Mais outre créancier hypothécaire, on est toujours créancier ordinaire. Alors, mettons, on a une créance en bas de 15 000, au lieu de faire un recours hypothécaire, chose que peut-être ça va être plus difficile, il y a toujours la petite créance qui existe. Je comprends. Alors là, l'entrepreneur qui veut reprendre la propriété, il doit racheter la dette, même s'il passe avant la banque, il doit quand même acheter la dette de la banque pour pouvoir récupérer la propriété. Donc, par exemple, il y a une hypothèque légale de 50 000 qui va aller chercher pour l'acheteur, pas l'acheteur, son client. Et là, il y a une première dette de 300 000, donc il doit payer 350 000 pour récupérer la maison. En cas de prise en paiement, oui. En cas de prise en paiement. Oui, oui. Mais la vente sous contrôle en justice, alors pour dispatcher, qui passe en premier? Eux autres. Je vois. C'est vraiment intéressant. Donc, maintenant, qu'est-ce que le client a comme recours pendant cet avis de 60 jours? Bon, mais c'est sûr qu'il y a recours. Alors, lui, c'est une partie défenderesse. Alors, lui, c'est un défendeur. Alors,
C'est sûr que lui, il faudrait trouver un moyen comment négocier, comment régler. Et il y a aussi pour il y a éviter. beaucoup d'arnaques dans ce domaine, malheureusement. Donc, par exemple, un client qui se fait avoir par l'entrepreneur général, euh, il devait payer 25 000, mais l'enregistrement a été fait à 50 000. C'est la raison pourquoi ils ne se sont pas entendus sur le prix et il y a une hypothèque légale qui a été enregistrée par la suite. C'est sûr qu'il ne veut pas le payer, ces 50 000. Qu'est-ce qui arrive? S'il y a des preuves, c'est là que c'est bien de consulter un avocat. Oui, s'il y a des preuves, alors il y a une bonne défense, on pourrait dire. Fait qu'il y a une bonne défense, comme par exemple, la défense que je vois souvent, l'entrepreneur, pourquoi je n'ai pas payé, c'est que l'entrepreneur n'a pas fait sa job. Alors, on appelle ça une exécution d'obligation. Alors, tu n'as pas justement exécuté le mandat ou tu l'as mal fait, tu ne l'as pas fait selon les règles de l'art ou tu as mal fait le travail ou j'ai dû débourser un autre entrepreneur pour faire ton travail. Alors, ça, ce sont des raisons qui reviennent souvent aux propriétaires pour dire que la raison pour laquelle je ne t'ai pas payé. Quelle est la meilleure façon de se protéger pour un client qui veut engager un entrepreneur général dès le départ? Signer un contrat. Un contrat. OK? Alors, Un contrat qui doit inclure quoi exactement? Alors, la tendance, c'est que c'est les entrepreneurs en construction qui émettent leur contrat aux propriétaires. Venez me voir, on va regarder le contrat avant de le signer. Fait que ça, c'est le premier conseil. Sinon, alors, la règle de base, c'est ça, c'est signer un contrat. Faites pas des contrats verbaux. Alors, ça va être difficile pour vous, justement, pas de le prouver, mais de faire votre point ou de le témoigner justement devant le juge. Quand c'est écrit, tout est clair, tout est beau, alors c'est plus facile. Alors, il y a aussi il y a les dispositions dans le Code civil qui parlent de contrat d'entreprise, contrat de service, alors plutôt dans le contrat d'entreprise qui, justement, génère la relation entre l'entrepreneur et le client. Peut-être bien connaître ces dispositions-là. C'est quoi vos droits et vos obligations? Bien entendu, vous pouvez toujours communiquer avec un avocat comme nous qui pourra soumettre un avis juridique à cet égard. Fait que là, ça. Quels sont les délais du moment que l'avis 60 jours est terminé? Le client a combien de temps encore pour sortir de la situation? Oui. Alors, ça peut être très long, hein? Parce que c'est pas après 60 jours, bang, j'ai ma maison prise en paiement ou quoi que ce soit. C'est ça que les gens pensent. Non, c'est ça que les gens pensent. 60 jours, c'est la date de début pour entamer le recours hypothécaire. OK? Alors, c'est comme une procédure judiciaire, on débute ça. Là, lorsqu'on entame le recours hypothécaire, c'est une procédure judiciaire, la partie défenderesse, qui serait fort probablement le propriétaire, va se défendre. Alors, il y a comme plusieurs étapes procédurales justement à respecter. On appelle ça un genre de d'échéancier d'instance ou un protocole d'instance pour dire, bon, il y a peut-être même des interrogatoires qui peuvent se faire, le cas échéant. Moi, j'ai une défense à faire valoir. Quand je dis protocole, ça veut dire c'est comme une espèce de d'échéancier pour dire, ben, telle date, on va faire les interrogatoires hors cours. Pas devant un juge, mais juste un interrogatoire pour que je puisse au moins comprendre la situation et pour que je puisse bien me défendre. Par la suite, j'ai une défense à faire valoir et jusqu'à temps qu'on choisit une date pour un procès. Malheureusement, au Québec, on est dans une situation où est-ce que pour avoir une date de procès, c'est très long. Comme là, aujourd'hui, on est en 2023. On peut avoir des dates de procès en 2025. Ah oui? Oui. OK, wow. OK. Ça dépend des villes? Est-ce que ça dépend des... Non, parce que c'est cours supérieur, ça peut être 2024, 2025, mais tu n'as pas une date de procès demain matin. Même pour l'immobilier? Même pour l'immobilier. C'est très long. J'ai un dossier en immobilier, justement, qui a rapport avec la résidence familiale. Ça a commencé en 2021, on est en 2023. La date de cours, c'est en 2024. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? L'entrepreneur n'a pas son argent? L'entrepreneur n'a pas son argent. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas le jugement, personne n'a rien. Préférablement, c'est mieux de négocier tout ça à l'amical. Qu'on règle. Oui. Ouais. D'où la raison pour laquelle que là, les gens ont tendance à faire affaire avec un arbitre. Un arbitre. Un arbitre civil commercial, comme moi. Alors, ça, c'est pour limiter le délai.
Alors, on peut aller voir un arbitre civil ou un arbitre commercial. Et puis, l'arbitre est indépendant. Il agit comme un juge, on va dire. Et il soumet une sentence arbitrale pour l'homologation. Donc, c'est plus en faveur de l'entrepreneur de choisir un arbitre parce que le client qui ne veut pas payer, lui dit, ben, ça va traîner pendant le temps que ça traînera. Alors, pourquoi le client déciderait de prendre l'arbitre également? Parce que ça va lui coûter moins cher. Ça va lui coûter moins cher, OK. Ouais, parce que l'entrepreneur, il charge des intérêts sur le 50 000. Tout à fait. Puis, toi, en tant que défendeur, tu ne peux pas te retirer. Fait que faut que tu te défendes. Tu n'auras pas le choix de prendre un avocat, à moins que tu veux te défendre tout seul. C'est une personne physique, mais tu n'auras pas le choix de débourser des frais d'avocat. Super. On a fait le tour des divorces et des avis de Sandro. Quels autres cas que tu reçois dans l'immobilier? Puisqu'on est un podcast pour l'immobilier. Yeah. Parlons de l'immobilier. Donc, c'est quoi les autres cas que tu reçois? Il y a beaucoup de cas de passation de titre. Alors, on a des promesses d'achat signées, puis rendu chez le notaire, le vendeur ne veut plus vendre ou l'acheteur ne veut plus acheter. Alors, on a des cas comme ça où on entame des recours de passation de titre. On a des recours au TAL, au tribunal administratif du logement. Alors, propriétaire versus locataire, on en a des tonnes là-dessus. C'est pas avec le régime du logement? Qui est devenu tribunal administratif du logement. On dit plus régie du logement, on dit maintenant tribunal administratif Depuis du logement. Je pense que c'est depuis quelques années, je pense. Ça fait c'est récemment. Les gens ont tendance à dire régie du logement encore. Oui. Parce que c'est un genre de marque de commerce, là, parce qu'on a l'habitude de le dire, mais le vrai terme, c'est tribunal administratif du logement, ou TAL, T-A-L. Je comprends. Donc, passation de titre, par exemple, un exemple que je peux te donner, j'ai acheté une propriété, le vendeur, il accepte, je passe au financement, finalement, je perds mon emploi, je ne peux plus acheter. Donc, le vendeur peut poursuivre, mais j'ai une bonne cause, j'ai perdu mon emploi. Donc, est-ce que je gagne? Ça dépend des circonstances, OK? Alors, on va s'intéresser surtout à la promesse d'achat. Est-ce que la promesse d'achat ou le PA, comme on dit, est-ce qu'elle est valide et exécutoire? Alors, valide, alors toutes les conditions. Est-ce qu'il y a les conditions de financement, conditions d'inspection? Est-ce que tout ça, c'est respecté? Tout a été respecté. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai perdu mon emploi. Alors, en tant que vendeur? En tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur. Acheteur. Donc, le vendeur, ben, lui, il attendait après moi pour passer chez le notaire. Oui. Et pendant le délai pour que je passe chez le notaire, je perds mon emploi. Oui. Ben, la banque dit, trop tard, c'est tout bad, tu as perdu ton emploi. Donc, même si on t'a donné le financement, là, on se retire. La banque a le droit de se retirer tant et si longtemps que, depuis que ça ne respecte pas les termes et conditions. Oui, mais à ce moment-là, oui, effectivement, il y a un recours. Est-ce que c'est pas une défense en soi? En tant qu'acheteur, j'ai perdu mon emploi. OK. Je dis, tu as cherché un nouvel emploi, là. Mais c'est pas une défense en soi. Tu as signé une promesse d'achat qui est un contrat bilatéral et ce contrat-là, elle est valide. Dans la mesure que le contrat elle est valide. Donc, le vendeur peut poursuivre et peut gagner. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il va gagner exactement? Il va te forcer à signer chez le notaire pour que tu puisses l'acheter. Et peu importe la manière que tu vas aller chercher ton financement? Peu importe la manière comment tu vas acheter ton financement. Parce que l'affaire, c'est que dans la promesse d'achat, on te demande d'aller chercher un financement. On ne te dit pas où aller chercher du financement. Alors, comme tu sais, je peux aller chercher du financement. Il y a plusieurs types de financement. Je peux aller le chercher dans le prêt privé, je peux aller au niveau à la banque ou de façon alternative, comme tu dis souvent. Ce n'est pas à moi de te dire comment aller chercher du financement. La maison vaut ça. Il y a un financement à aller chercher. Si aucun de ces financements fonctionne, par exemple, un client qui achète avec 5% de mise de fonds, c'est sûr qu'il ne peut pas faire affaire avec un privé ni avec un alternatif. Puis en plus, il n'y a pas d'emploi. Donc, qu'est-ce qui arrive? Dans le deadline, la promesse d'achat, elle n'est pas valide. Je n'ai pas respecté la condition. OK. Tu comprends? Donc, fait que là, normalement, je ne sais pas. Oui, habituellement, quand on voit les promesses d'achat, on donne un délai de 10 jours, je crois. 14 jours. Ou 14 jours pour aller chercher un financement. Ouais. Moi, en 14 jours, si j'ai rien. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai passé mon 14 jours. Je suis allé chercher mon financement.
toutes les conditions ont été soulevées. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on attend juste la date pour aller chez le notaire. Oui. Le notaire, c'est dans 1 mois. Puis pendant mon 1 mois, c'est là que je perds mon emploi. Et là, j'ai eu 5% de mise de fonds, donc je n'ai pas l'option d'aller vers des solutions alternatives ni dans le privé. Et c'est là que je me pose la question, est-ce que clairement le vendeur, il dit, bon, c'est pas un acheteur éligible, c'est pas un acheteur qui est intéressant pour moi, pourquoi poursuivre? Je vais rien gagner là-dedans. Ben, oui. Pourquoi poursuivre? Ben, c'est sûr que, oui, c'est une logique de pensée. Ça dépend, c'est du cas par cas, c'est une question de fait. Est-ce qu'il y a une manière... Puis, c'est pas automatique qu'on poursuit. Il y a toujours des discussions qui se font. Ouais. Okay? Ça arrive souvent, des genres de négociations ou des règlements. Où... J'ai eu un cas où est-ce que madame, elle voulait plus acheter. Là, le courtier immobilier m'appelle pour dire oh, je vais perdre je risque de perdre ma vente, qu'est-ce que je fais ou quoi que ce soit. Fait que là, il a été capable de trouver un nouvel investisseur pour acheter pour madame. Il y a ça aussi. Tu sais, je dis, OK, je vais aller acheter un investisseur, puis d'où les fameux contre-lettres. Parlons des contre-lettres. Ouais. Est-ce que ce sont légales, les contre-lettres? Est-ce que ça peut être appuyé dans la cour? Oui, alors, oui. On m'a dit que c'est illégal, les contre-lettres. Non. Les contre-lettres, c'est légal. Il y a même un article du Code civil qui le dit. On appelle ça une simulation. OK? Une simulation, c'est quoi? Alors, j'achète une propriété. Par exemple, je ne passe pas dans le financement. D'accord? Mais je veux cette propriété-là. Je t'appelle Seroujane, tu es un bon ami à moi. Je dis, Seroujane, est-ce que un prête-nom. J'aimerais prêter ton nom. Justement, j'aimerais que tu ailles chez le notaire. Tu vas signer à ma place. OK? Au vu de tout le monde, on voit ton nom comme propriétaire, mais on a un contrat entre toi et moi pour dire le vrai propriétaire, c'est moi. OK? C'est ça la contre-lettre. Alors, la contre-lettre, il faut faire attention. Elle peut être dangereuse, ça peut aider, mais elle peut être dangereuse. Dépendamment de qui l'a montée, il faut que ce soit vraiment bien écrit. Cette contre-lettre-là doit être divulguée au gouvernement. Alors, c'est sûr que François Legault avec Justin Trudeau, là, ils doivent le savoir qu'il y a une contre-lettre. Ça, c'est clair. OK, donc c'est ça. C'est là qu'il y a... Je pense que c'est pourquoi ils disent que c'est pas légal. C'est que si tu veux pas te déclarer au gouvernement, oui. Là, ça devient illégal. Si tu veux pour cacher, oui, là, ça peut devenir illégal. Mais la façon de le faire, oui, c'est légal. Mais il y a des conditions pour jouer avec Comment ça. tu te déclares au gouvernement? C'est pas comme un enregistrement au registre foncier du Québec? Je pense que pour Revenu Québec, il y a un deadline, je pense que c'est 90 jours à partir que tu as signé la contre-lettre. C'est comme une dénonciation. Est-ce que c'est un formulaire ou quoi que ce soit? Je ne suis pas trop sûre, là. Mais il y a une façon de le déclarer par écrit là, légalement. Et c'est quoi les tendances avec une contre-lettre? C'est dans quel moment tu utilises une contre-lettre? Alors, l'histoire que je viens de t'expliquer. Alors, je ne passe pas... je ne sais pas si tu étais là dans un événement là, parce que j'étais conférencière à Immobro, justement, je parlais ça. Là. Puis on parlait de Sugar Daddy. Puis... Sugar Daddy? OK. Non, alors, j'explique le contexte. Justement, j'ai pris l'exemple de Sugar Daddy, ça veut dire que c'est la personne qui vient au secours de la personne qui ne passe pas. Puis j'ai besoin d'un nom, justement, pour signer les papiers chez le notaire. Alors, c'est dans ce contexte-là, je voulais dire ça. Alors, mais effectivement, alors, on a c'est dans ce genre de contexte-là. Alors, on ne passe pas dans le financement. J'ai besoin de quelqu'un pour signer à ma place. Et on a un contrat, in the side. Bon, les notaires le font. OK? Il y a les notaires qui le font lors de la vente. Et c'est ça. Prête-nom, contre-lettre, simulation. Donc, dans ton exemple, c'est la personne ne qualifie pas, donc il demande à une autre personne de l'aider à l'acheter. Tout à fait. Et il y a une contre-lettre qui est faite entre les deux. Tout à fait. Que c'est moi qui est propriétaire, c'est moi qui va payer l'hypothèque. C'est ça une contre-lettre. Oui. Je vois. Alors, maintenant, il a toutes les si jamais il y a un recours, il est protégé, en fait. Oui. Alors, si jamais il y a un recours, c'est un contrat secret. Hein?
Fait que, techniquement, là, c'est seulement nous deux qui sait ça avec le gouvernement. OK? C'est un contrat secret. Mais si on parle de recours, c'est qu'on va le mettre au jour, on va le dévoiler publiquement, ce contrat-là. Alors, c'est là qu'il y a les recours judiciaires qui est entamé. Donc, ça, la personne qui fait cette contre-lettre se protège en faisant cette lettre. Se protège. Parce que l'affaire, c'est que le jour... En fait, si on a une contre-lettre, c'est moi réellement le propriétaire. Toi, tu fais juste mettre ton nom. On s'entend, c'est moi qui paye le mortgage par mois. Donc, on a les preuves des paiements. Les preuves des paiements. En venant, il y a des clauses qu'on dit souvent qui stipulent que si jamais je ne paye pas, je suis en défaut. Toi, tu peux divulguer cette contre-lettre-là pour te sortir de là-dedans. Là. Donc, moi, je vous conseille fortement de consulter un avocat pour les contre-lettres. C'est tellement important. Oui, c'est important. C'est dangereux. Ça peut être dangereux. Il y a beaucoup de recours judiciaires là-dessus. La manière comment elle est montée, comment elle est écrite, qu'est-ce qui est stipulé, c'est très dangereux. Malheureusement, il y a du monde qui le font verbalement. Bonne chance pour... verbalement? Oui, parce qu'une contre-lettre, c'est un contrat, hein? Effectivement. Un contrat, ça peut être verbal. C'est quoi les logiques derrière cette personne? J'ai aucune... Peut-être les gens qui ne savent pas que normalement, ils vont dire « Oh, ben, on a une entente ensemble. » Et puis que... Ouais. C'est une des raisons pour qu'on fait le pod. C'est vraiment informer la population sur ces genres de choses. Ouais. Tu sais quoi? Il y a aussi, si tu me permets, là, c'était quand ça, c'est la semaine passée, j'ai lu un jugement. Apparemment, c'est un jugement qui vient de la Saskatchewan. OK? Tu sais que le thumbs up, c'est considéré comme un accord, une signature d'un contrat. Ah oui? Oui. OK. Ouais. Fait que là, on a un deal, tu me fais une offre. Au lieu de signer, j'ai fait ça comme on était en train de chat. J'ai fait ça. Le juge a dit que c'était considéré comme une acceptation de l'offre. Et c'était un contrat. Mais c'est quoi les preuves que j'ai fait ça? Ah, ben, screenshot, whatever. On a chat ensemble sur Messenger. Tu parles de vraiment chatter sur Oui. Messenger. Le thumbs up est considéré comme une signature. C'est un jugement qui provient de la Saskatchewan, mais fort probablement qui va être plaidé au Québec. Parce que tu sais qu'est-ce qui fait un contrat? C'est un échange de consentement. Tu fais une offre, je l'accepte, on a un contrat. Donc, ceux qui ne sont pas sûrs, il faudrait mettre ça. On vient de même ça. Voilà. Ouais, voilà. Oh, OK, vraiment intéressant. Ouais. Il faut faire attention. Alors. Il faut faire attention. Ouais. Je trouve que c'est un beau jugement. Super, on a fait le tour. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais rajouter, Mélissa? Premièrement, je tiens à te remercier de m'avoir invité. Alors, ce fut un plaisir, toujours un plaisir, là, justement, d'échanger ma passion au niveau du droit, l'immobilier. Alors, c'est quand même deux domaines qui m'interpellent. Et voilà. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires. Ça me fera plaisir, justement, de vous entendre. Mon bureau, justement, n'est pas loin du tien. Là. On est situé à Laval. Sur Daniel Johnson, notre site web www.excelsioravocat.com. Et j'imagine que, tu vas mettre les coordonnées en dessous. Avant de terminer, j'ai 3 petites questions que je pose à tout le monde. Parfait. La première, c'est si tu devais rencontrer la jeune Mélissa quand tu as commencé ton permis, quand tu as commencé à exercer ta profession, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux lui donner pour exceller dans ta profession? Fais-le. Fais-le. Good. Juste fais-le. Fais-le. Deuxième question. Est-ce que tu es quelqu'un qui lit? J'ai pas le choix de lire. T'as pas le choix de lire. Ouais. Ton meilleur La livre, question, est-ce que j'aime lire ou est-ce que je lis? Enfin, il y a une deuxième question à travers tout ça. C'est si tu aimes lire, y a-t-il un livre que tu nous recommandes pour monsieur, madame, tout le monde qui aimerait apprendre sur les droits? Le Code civil. Le Code civil, ça c'est trop plate. Non, le code civil, c'est là où est-ce que si vous connaissez votre Code civil par cœur, vous n'avez pas besoin d'un avocat. Les gens qui connaissent les codes civils qui ne sont pas un avocat, il n'y en a pas beaucoup. Right? Il y en a pas beaucoup. C'est comme une bill, right? C'est comme d'où la raison pour laquelle on existe, nous, les avocats.
C'est qu'on était On indispensables. on sauve du temps en vous engageant. Des Mais spécialistes. on est des spécialistes. Mais si vous devez un livre pour connaître vos droits et vos obligations, le Code civil. Est-ce que le Code civil change souvent? Comme... Il est dû pour être changé. Ah oui? Oui, il est dû. Il y a des dispositions, oui, qui se modifient, mais il y a une réforme qui doit se faire. D'ailleurs, il y a plusieurs avocats. Justement, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes collègues, confrères, consoeurs. La dernière grosse réforme qu'il y a eu, c'était en 94. Wow. Oui. Alors, je pense qu'il est dû d'être modifié. C'est quand la dernière fois que tu l'as lu? Hier. Hier? Donc, tu lis pas mal tous les jours? J'ai pas le choix. Ouais. Ouais. C'est gros comment, un code civil? C'est plus gros qu'une Bible. Ah oui? Mm-hmm. Mais bien que, tu sais, la question que tu m'as posée, c'est quoi le livre que je suggère aux gens? Ouais. Si tu m'avais pas dit le droit, j'aurais dit la Bible avant. La Bible? Ouais. Les principes? Ben, c'est les principes de la vie. Tu sais, moi, je suis une chrétienne, tu comprends? Mais si on parle de droit, code civil, le code civil, c'est la Bible au niveau du droit. Quelqu'un qui lit la Bible, peut-être qu'il ne va pas pratiquer l'adultère, peut-être. Oui, peut-être. On n'aura pas de job. On n'aura pas de job. Et pour finir, y a-t-il une citation qui te fait réfléchir, qui te fait penser, qui te représente? Oui. Alors, tu sais, quand je fais souvent des conférences, alors je finis toujours par dire « Soyez pas normal, soyez anormal. Ne soyez pas ordinaire, soyez extraordinaire. » C'est la raison pour laquelle que vous allez être différent parmi vous tiers. Wow! Bien dit. Puis c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Yes. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi. D'avoir été avec nous, parmi nous. Pour les gens qui veulent contacter, je vais mettre toutes les informations là-dedans, dans la description et dans la vidéo. Sur ce, si vous avez des questions sur les hypothèques légales, si vous avez besoin éventuellement, après l'avocat, vous devez payer cette hypothèque légale. Et éventuellement, si vous avez un avis 60 jours, vous devez trouver une entente. Si c'est par une hypothèque, je peux certainement vous aider. Je me spécialise dans tout ce qui est alternative privée. Donc, ça, c'est des cas où les banques, malheureusement, ne peuvent pas vous aider. C'est là que il y a les prêteurs privés qui peuvent vous aider ou les banques alternatives qui peuvent vous aider. Donc, dans des cas comme ça, n'hésitez pas à me contacter avec moi. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ciao. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.